Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et maintenant, je vais m'attaquer sur un gros événement, mais sur l'année 2018. Et si vous voyez pas de quoi je parle, ou alors si vous voyez de quoi, où je vais en venir, laissez-moi vous présenter tout de suite. WrestleMania 34 en 2018. Et c'est commenté par Philippe Chiraud et Christophe Ajus. Pochette de 2 DVD, même s'il est marqué coffret de DVD. Alors un WrestleMania assez mitigé entre on va dire la déception et un petit peu de la bonne humeur. Donc c'est un mélange de ça. Et pour être honnête, on sait même pas où ou comment le qualifier ce WrestleMania. Et que là on voit tous les catcheurs d'un coup, catcheuses. Pareil là, les photos pour montrer le résumé. Il dure que 5h51. Et dedans, normalement, il est toujours inclus par le Hall of Fame. Mais sauf qu'il n'y a pas de DVD de Hall of Fame, vu comment c'est en 3 DVD, je pense. Donc ils ont dû, pour la France, exclure ça. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a 2 DVD. Mais en tout cas, que ce soit en 3 DVD, si je le pourrais, je pourrais peut-être vous le conseiller. Mais après, ne soyez pas, on va dire, surpris si la langue québécoise... qui est la langue française bien sûr, est un peu drôle à écouter, mais un peu bizarre surtout. Parce qu'il faut dire, on a un petit peu du mal à accrocher quand c'est en langue québécoise. Donc voilà, l'important c'est qu'il faut savoir s'y accrocher. Depuis tout à l'heure, il ne veut pas se laisser aller, donc pour ça je décide de le caler. Et je vais aller directement droit au but. Tout d'abord, les bonus. Oui, donc je m'attaque aux bonus. Et par contre, les bonus, ils sont en anglais. Donc, dommage qu'ils ne sont pas en français, mais ils sont en anglais. Et que je me rappelle qu'il y a un bon match, peut-être un bon bataille royale, enfin entre guillemets. Tout d'abord, ça commence direct avec la bataille royale en hommage à André le Géant pour la coupe, justement. Et ce qui m'a étonné, c'est quand John Cena, il était dans le public, en train de faire des photos, en train de s'éclater avec le public. Bref, il n'était pas en tenue de combat, mais il s'éclatait. Franchement, John Cena, il s'éclatait. Alors qu'il a sûrement un match de prévu face au Taker. Mais, mais bon, quoi. Il a décidé d'en profiter pour voir les autres réussir. Et que lorsque, si je crois bien, il y avait une domination de... Je ne sais plus de qui, mais je sais bien qu'il y avait apparition de Bray Wyatt, qui faisait un Sister Abigail pour donner la victoire à Matt Hardy. Ouais, parce qu'il faudrait que j'aille au but, parce que après je dure très très longtemps. Donc c'est victoire de Matt Hardy grâce à Bray Wyatt, alors que les deux, ils ont fait une rivalité du côté de Raw, ou encore dans un pay-per-view, ils ont, on va dire, un peu plongé leur univers de manière différemment, vu comment l'univers de Matt, c'est l'univers brisé, tandis que le monde de Bray Wyatt, c'était le côté charognard en termes de gourou de la secte des charognards poursuivent le bus. Et du coup, suite à la victoire de Matt Hardy, il y en a qui ont été surpris et choqués, surtout John Cena qui était dans le public, l'air étonné. Pour ce match-là, je mets 3,40. Pour ça, je mets ça. Et maintenant, match pour le titre Cruiserweight de la WWE, bien sûr. Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Ou alors on l'appelait tout court Ali. Mais sauf que c'est Mustafa Ali. Ou encore Mustafa Catch Club. Et je crois qu'il y a quelques youtubeurs qui sont allés sur place. Je me rappelle le vlog de Catch Club avec Yann Colby de Wrestling Clinic. Peut-être Axel et Aurélien. Sturi, je pense qu'il est déjà y allé. Enfin, il a déjà été. Catch News, je
pense, mais en tout cas, c'est ce que je peux en dire en ce moment. Eh ben, ils étaient tous sur place pour voir ce grand événement, parce que c'est un événement à ne pas manquer, et que le titre Cruiserweight était vacant, parce que Enzo Amore avait été viré à cause d'affaires sensibles, et qu'il foutait un peu la merde en coulisses, Enzo Amore. Je peux pas normalement juger, mais à ce qu'on a entendu, eh ben, il foutait énormément la merde dans les vestiaires. Et du coup, la WWE en a eu énormément assez de lui, et il se fera virer. Et en laissant le titre vacant. Et lors du dernier backlash, eh ben, ce sera au tour de Big Cass à être viré. À cause d'un mauvais comportement dans un saignement. Bref, ça c'est une autre histoire. Et que là, entre Cedric Alexander et Mustafa Ali, eh ben franchement, un très 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 bon match. Là, je reconnais qu'il était très bon et que c'était un bon match de Cruiserweight. Il y en a qui diront pourquoi pas au milieu de la carte principale, au tout début. Mais bon, quand il y a deux personnes qui sont pas, on va dire, de gros noms du catch, c'est vrai que c'est un peu difficile à le mettre dans la carte, mais sauf qu'il figure dans le kick-off. Et bien pourtant, c'était un très bon match kick-off, je me rappelle, que des sauts acrobatiques de la part des deux, que ce soit la part de Mustafa Ali ou de Cedric Alexander, que des prises acrobatiques. Et si je crois bien, Mustafa Ali voulait en terminer avec son reverse 450 splash. Donc en gros, il se tourne de dos, on va dire face à sa cible pour enchaîner sa prise. Mais sauf que Cedric Alexander s'échappe et il fait son lambar check. Donc il le fait, on va dire, une prise en faisant comme si c'était un code breaker et que suite à ça, eh ben, ça le fait valnaguer. En tout cas, donc c'est victoire de Cedric Alexander. Ce match-là, là, j'ai bien apprécié, je lui mets 3,50 et que c'est victoire justement d'Alexander. Au moins, vous le saviez. Et pour terminer, ben, pour première bataille royale féminin pour la coupe de l'histoire. Alors normalement, pour cette bataille royale, normalement, ça devait être pour la coupe de Fabulous Moolah, mais sauf que la WWE a dû ben, supprimer la coupe de Fabulous Moolah à cause de sa très mauvaise réputation au sein du monde du catch, parce que c'était entre autres à cause d'elle si le catch féminin n'a pas eu, on va dire, énormément de grande importance, qu'à cause d'elle, ben, les catcheuses se sont devenues des bimbos bonnes à se faire sexualiser, que ce soit avec les yeux ou avec des gestes, quoi. Mais bon, faut dire, c'est un peu l'image des femmes qu'on a encore aujourd'hui, mais qu'on ne va pas non plus jeter de la pierre sur elles. Car ce ne sont pas de la faute des femmes. Entre autres, c'est un peu, entre guillemets, sa faute si le catch féminin n'a pas eu de grande importance à cause que, voilà, certes, elle était quelqu'un dans le milieu parce qu'elle gagnait énormément d'argent. Mais on va pas se cacher, sous le ring, Fabulous Moolah s'est éclaté au sol. Même si à l'époque c'était une autre époque, mais on va pas se le mentir, c'est éclaté au sol. Et quand je dis éclaté au sol, ça veut dire c'est nul, c'est zéro, c'est... Bref, c'est pas beau. Tout ça n'est pas beau. Et aussi à savoir sur Fabulous Moolah, c'est qu'elle était réputée pour avoir entraîné ses élèves, qu'elle les a formés, mais aussi pour les prostituées. Oui, vous avez bien compris, c'est pour les prostituées, ou encore ben, prendre tout le pognon, vraiment tout la part du pognon pour elle toute seule, et en laissant ses propres élèves au fond du trou. Bref, je me rappelle dans Dark Side of the Ring, hein, car il y avait des nombreux témoignages sur elle, ou encore celle de, on va dire, d'une catcheuse, la première catcheuse noire afro-américaine, je crois. Car je me rappelle dans cette histoire-là, où ça parlait aussi de KKK, donc je vous laisse deviner ce que c'est. En plus, c'est un clan racial terroriste,
bref, si vous ne savez pas ce que je veux dire, ou alors vous avez aucune idée, ou alors vous en avez rien à foutre, en gros, c'est le Ku Klux Klan. Donc voilà, elle a failli être victime de ça, mais heureusement qu'elle a échappé le pire. Bref, faut dire l'époque là, c'était une époque assez tragique, vraiment tragique, tragique. Mais bon, au moins ils ont rattrapé le retard pour faire du bien au catch féminin. Et dans cette bataille féminin, ben, ça partait exactement dans tous les sens. Il y avait aussi les catcheuses de NXT. Et parmi l'une d'elles, il y avait déjà Peyton Royce, il y avait Bianca Belair. Et pour Bianca Belair, eh ben, elle fera un coup de latte à Becky Lynch. Donc oui, vous vous rappelez peut-être de coup de latte de Bianca Belair sur Sasha Banks. Eh ben, la première personne avec qui elle a fait sa première coup de latte dans le roster, eh ben, c'était Becky Lynch. Et du coup, ben, voilà où c'est parti le coup du délire, du coup de latte. Et aussi, il y avait aussi Ty Conti qui participait dans cette bataille royale. Ty Conti, maintenant on devrait l'appeler Ty Mello, et que c'est la copine de Sammy Guevara. Voilà. Eh bien, aucune l'une d'elles va remporter cette bataille royale. Même pas Sasha Banks et Bayley, car je me rappelle que les deux, ils étaient certes amis, mais beaucoup de tension entre les deux femmes. Beaucoup de tension. Et que je me rappelle, celle qui élimine l'une et l'autre, eh ben, c'était Bayley qui a éliminé Sasha Banks. Mais par contre, elle ignore, c'est que Naomi n'a pas été éliminée et qu'elle a su se faire oublier durant tout le match. Donc, elle accueille Bayley avec son With You, donc le coup de fesse, le coup de cul, appelez comme vous voulez, pour balancer Bayley par-dessus la troisième corde pour remporter la bataille royale. Donc, le trophée des femmes et pas celui de Fabulous Moolah. Et ce match-là, je le mets, allez, 3,5, je mets ça 3,5. Et maintenant, la carte principale. Tout d'abord, Chloé et Ali chante American the Beautiful. Voilà. La présentation de WrestleMania. WrestleMania est de retour en Bourbon, rue de Bourbon, pardon. Et on commence directement avec un match triple menace pour les titres intercontinentaux. Alors tout d'abord, il y a l'entrée du Miz, qui est accompagné par le mistourage, mais sauf que sans le mistourage, eh ben, il veut se débrouiller tout seul, et que là, il était en mode Shinobi. Il était presque en mode Hokage, même s'il n'a pas la couleur exacte, mais il était presque en mode Shinobi, tandis que Seth Rollins, il était en mode Game of Thrones, et ce n'est pas, on va dire, du mensongerie, car c'est exactement le cas. Et Finn Balor, ben, c'est celui qui fait ramener presque la communauté LGBT, vu comment il a un t-shirt avec ses lettres FB pour Finn Balor, et que il est en mode arc-en-ciel, donc c'est comme s'il représentait ben, une société d'LGBT, alors qu'il n'est pas, on va dire, homosexuel, Finn Balor. Donc il est rien de tout ça, à part qu'il donne de la force, donc ça c'est tellement bien. Et sous le ring, eh ben, c'était ben, pas mal, vraiment un bon match triple menace. Là en tout cas je suis entièrement d'accord. Que ce soit le Miz ou Finn Balor qui veulent remporter le match, ou bien sûr Seth Rollins, faut pas l'oublier, eh ben, l'important c'est qu'ils nous produisent du bon catch quand même. Car quand même c'est excellent, et ça peut être jouissif pour certains. Si je me rappelle bien, je crois que pour la fin, Seth Rollins, il fait un stomp sur Balor et il en termine avec un stomp sur le Miz pour la victoire, et que c'est lui qui remporte le titre intercontinental. Celui-là, je me rappelle d'avoir déjà noté, je le mets en description. Ce qui est dit est dit, bien fait, bien fait. Match pour le titre féminin de SmackDown, donc Charlotte Flair contre Asuka. À savoir sur Asuka, lorsqu'elle a débuté à la WWE, notamment du côté de chez NXT, eh ben, elle était la femme la plus imbattable, car personne ne savait la battre, que ce soit en solo, sans titre, ou encore avec le titre, personne n'arrive à la battre. Et que sa seule raison pourquoi elle a monté dans le roster, c'est parce que, vu comment
elle avait prouvé que c'était une bonne championne et qu'il fallait la laisser vacante, vu comment personne ne savait la détrôner. Et ben voilà comment elle est devenue dans le roster principal et qu'elle commençait à enchaîner des victoires, que des victoires, notamment en remportant le Royal Rumble, le tout premier Royal Rumble féminin, et à défier Charlotte. Et que là on se dit, ça y est, c'est peut-être l'heure de gloire de Asuka pour prouver à quel point elle peut réussir à gagner un titre, et que nous, on attend que ça. On attendait que ça, tandis que Charlotte, certes, elle peut toujours tenter de réussir ou laisser les autres gagner, ça dépend de son choix. Mais après, on va pas se le cacher, pour la WWE, Charlotte a été ultra poussée. Elle était vraiment ultra poussée. On parlait de Roman Reigns, eh ben Charlotte, c'est exactement le cas. Donc elle a été ultra poussée. Et moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est au niveau de la fin. Je pense que Asuka n'aurait jamais dû abandonner face à un figure 8. Donc elle n'aurait jamais dû abandonner sur ça. Peut-être tomber par un tombé, oui. Que ce soit avec un naturel sélection ou quelque chose comme ça. Mais pas que la figure 8. Car j'aurais bien voulu la voir choper les cordes. Et peut-être qu'au moment où elle a affaibli, eh bien, ce serait le bon moment pour le natural selection. Et que c'est là où Asuka, elle perd le match. Le match est quand même pas mal. Après que j'étais un petit peu quand même déçu, je vais pas vous le mentir, qu'elle ait perdu Asuka. Et après, si je me rappelle bien, elle enchaîne une promo en disant qu'elle la respecte et qu'elle la félicite et qu'elles étaient prêtes à partir. Mais au moment où elles étaient prêtes à partir, un arbitre avertit John Cena comme quoi « Ça y est, il est de retour. L'Undertaker est dans les vestiaires. Dépêche-toi pour venir te changer. » Et bien John Cena, il se précipite du public pour aller directement dans le petit entron pour aller au vestiaire pour se changer. Et qu'il est parti au vestiaire en courant. Et pourtant, John Cena, on s'attendait vraiment pas à le voir dans le public. Vraiment pas du tout. Pas du tout, je sais pas du tout. Et qu'il nous fait tellement marrer, tellement qu'il est hyper drôle. Mais bon. Match à 4 pour le titre des États-Unis. Donc, Jinder Mahal contre Randy Orton, contre Bobby Roode, contre Rusev. Alors, parmi les 3 hommes, j'aurais bien voulu l'un des 3 qui remportait le titre. Que ce soit Bobby Roode ou Rusev. Randy Orton, pourquoi pas le conserver, mais voilà, il faut quand même donner un peu ce qu'il faut donner aux jeunes, même si Bobby Roode n'est pas du tout jeune, du tout. Tandis que Jinder Mahal, faut laisser tomber, Jinder Mahal, c'est pas non plus un grand, excellent champion sur le ring. On a bien vu la preuve quand il a remporté le titre WWE, alors qu'on s'attendait vraiment pas du tout à le voir champion. Donc je ne comprenais pas l'intérêt pourquoi lui avoir donné le titre, alors qu'elle n'était pas non plus hyper bon au micro, il n'était pas non plus hyper bon sur le ring. Et en plus en termes de turn, il faut dire en tant que heel, il est totalement, on va dire, un heel comme tous les autres, mais sans sortir son épingle du jeu. Bon après, faut pas critiquer l'homme derrière le catcheur, hein. C'est plutôt le catcheur que derrière l'homme. Et que alors, le Rusev Day était en marche. Oui, tout le monde n'arrêtait pas de chanter Rusev Day quand c'était Aiden English qui présentait le Rusev Day. Bref, il était excellent, Aiden. Et du coup, est-ce que la WWE a écouté le public? Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas voulu écouter le public, alors que Rusev, il était ultra over. Vraiment ultra over. Et bien, pour l'humiliation, je me rappelle à la fin, celui qui va être sacrifié, c'était justement Rusev face à Jinder Mahal, suite à un colosse. Ouais, parce que c'est la prise finish de Jinder, le colosse. Et du coup, ben, il remporte le titre des États-Unis. Bravo. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à mieux? Je ne pense pas. Et il faut dire, le match, ça n'a pas non plus été de grande importance. Pourtant, il y a un titre quand même
à respecter, mais malheureusement non. Donc ce match-là, allez 3,5, je mets ça 3,5. C'est un peu au même niveau que Charlotte, Flair et Asuka, parce que je sais pas si je l'ai déjà noté, mais je lui avais mis un 3,5, si je me rappelle bien. Excusez-moi si je dois me le répéter, mais si je l'ai mis cette note globale, il faudrait que je m'en rappelle, parce qu'il faut dire, j'ai l'esprit tellement ailleurs que j'arrive plus à en venir où est-ce que je suis. Et là, match mixte par équipe, Kurt Angle et Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon. Alors passons à la rivalité. On se rappelle qu'au début, Ronda Rousey était là en tant que fan lors de SummerSlam 2013 et que lors de WrestleMania 15, elle est apparue aux côtés de The Rock pour essayer de lui arracher le bras à Stephanie McMahon. Mais après, on connaît, elle a commencé à faire des matchs dans l'octogone parce que j'ai vu les vidéos qui sont diffusées sur WWE. Enfin, les images de la WWE, bien sûr. Ils ont diffusé les images de elle en train de boxer des lutteuses dans l'octogone de MMA, bien sûr, parce que ce sont des sacrées combattantes, jusqu'à atteindre son premier titre mondial féminin. Et que après qu'elle ait perdu le titre, eh ben, s'est remis l'entraînement de catch et qu'elle choqua le monde au Royal Rumble quand à la fin que Asuka a remporté le Royal Rumble pour affronter la championne de son choix, eh ben Ronda Rousey apparaît. Voilà, on croyait que ce serait Asuka contre Ronda Rousey, mais non. Mais non, Asuka a choisi Charlotte et Ronda a choisi Stephanie McMahon et Triple H avec Kurt Angle, et tandis qu'Alexa Bliss a choisi Nia Jax. Et que, selon les propos de Kurt Angle lors de Elimination Chamber 2018, il disait à elle, donc à Ronda Rousey, en disant que l'autorité la manipule, qu'ils font semblant d'être gentils avec elle, parce que ils savent que tu es dangereuse, et que tu te laisses pas marcher sous les pieds. Donc Kurt Angle commença à ramener des histoires pour faire comprendre à Rousey que ce sont des usurpateurs et des menteurs. Et c'est là où elle avait choqué le monde en faisant passer à travers la table Triple H ou encore en essayant de arracher le bras de Stephanie McMahon. Oui. De toute façon, il n'y aura que ça qui va marquer. Et en même temps, entre Kurt Angle et Ronda Rousey, il faut dire, ils ont vraiment un passé presque en commun, mais pas, on va dire, de manière similaire, qui sont croisés en même temps. On sait que Kurt Angle, il a remporté sa médaille d'or avec un coup brisé pendant une compétition de lutte, et tandis que Ronda Rousey, elle a pas mal remporté des compétitions de Jeux Olympiques en judo, parce qu'il faut dire, c'est une véritable machine pour faire allonger des gens, Ronda Rousey, comme pour casser des figures. Et qu'elle a été multiples fois médaillée d'or, médaillée de bronze, médaillée d'argent, et j'en passe. Elle a tellement eu des récompenses que c'était, on va dire, l'une des pionnières aux Jeux Olympiques. Et pour le MMA, ben, bien sûr, c'était une bête féroce. Hein. C'était vraiment une bête féroce, hein, Ronda Rousey. Et quand elle arrive au catch, eh ben, elle devient la femme la plus badass, vu comment elle a un côté, elle a vraiment un côté Roddy Piper dans sa manière de se, on va dire, prendre l'accoutrement de ce dernier. Ça y est, je ne sais plus dire clairement, mais en gros, elle a pris la même accoutrement que Roddy Piper, et que en même temps, même à la UFC, on la faisait appeler Roddy Ronda Rousey. Donc en gros, triple R, quoi. Et que même Stephanie McMahon a dû reprendre l'entraînement pour se préparer face à Ronda Rousey. Tandis que Kurt Angle, ben, lui, il a besoin de l'arthride pour suivre le rythme de Triple H, parce qu'il faut dire, les années suivent pour Kurt Angle,
Et il est, on va dire, en manque d'explosivité. Lui qui adore faire rire la foule, lui qui adore divertir. Faut dire, il a tellement dicté sa loi à la TNA qu'il en oublie même de revenir à la WWE parce que c'était pas les plans de base et qu'il a dû attendre. Je me rappelle les entrées, bien sûr, Triple H et Stephen McMahon font leur entrée avec les bandes de motards, tandis que Kurt Angle et Ronda Rousey font leur entrée de manière séparément. En premier, c'est Kurt Angle, deuxième, c'est Ronda Rousey. Et que je me rappelle que la foule, elle popait. Elle popait pour ce match-là. Ah, parce que les autres ils avaient bien aimé, mais pas non plus. Ils n'ont pas non plus attendu, sans savoir ce serait un des meilleurs matchs pour la plupart de la carte. Et que ça commença entre les hommes, entre Kurt Angle et Triple H. Donc ça commençait sur ça. Et qu'au moment où on voulait que Ronda Rousey rentre, eh ben, à chaque fois, cette vicieuse de Stéphanie, eh ben, elle intervenait pour empêcher le changement. Et pourtant, Kurt Angle va effectuer le changement avec Ronda Rousey. Et c'est là où le public va commencer à popper. C'est quand Ronda va enchaîner des coups sur Triple H. Tandis que Triple H, lui, il cherche à se protéger pour éviter de subir des gros dégâts. Donc il se protège comme il peut. Et après ça, ben, je pense que elle va faire son Piper Spit et en s'occupant de Stephanie McMahon. Car je me rappelle qu'elle a attrapé Stephanie, elle a de dire allez viens maintenant, c'est à toi que je vais te botter ton cul. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va le tortiller dans tous les sens. Stephanie McMahon, elle va vraiment faire joujou avec. Et après je me rappelle ben, des multiples passages, tentatives de cassage de bras, et une lock. Ou encore, je me rappelle que Triple H avait tiré la jambe de Ronda Rousey pour la faire balancer à l'extérieur, mais qu'après, elle revient pour repasser à l'attaque, que ce soit sur Triple H ou Stephanie McMahon. Et que je me rappelle que Kurt Angle a même fait une lock sur Stephanie, mais sauf que il se fait interrompre par Triple H. Et après, lorsqu'il reste les deux femmes, donc Ronda et Steph, eh ben c'est là où Ronda va commencer à dominer le match et qu'elle va commencer à faire souffrir Stephanie en lui cassant le bras. Donc c'est elle qui lui casse le bras pour le tap out. Donc elle abandonne. De toute façon, l'équipe de Triple H et Stephanie abandonne. Et que faut dire, Stephanie, certes, elle a pris de l'entraînement, mais il faut dire, comme papa, elle est bonne à se recevoir des coups. Voilà, on aimerait bien dire ça. Et que c'est victoire de Kurt Angle et Ronda Rousey. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou alors est-ce que vous trouvez ça prévisible ou tout simplement excitant. J'aimerais bien savoir votre réaction si vous voulez bien me parler, parce que des fois, j'ai l'impression à parler à des abonnés absents qui n'ont pas le courage de me répondre. Donc soyez gentils, laissez-moi un com pour savoir votre réaction, ça me ferait énormément plaisir. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,50 pour ce match-là. Je le mets ça. Ensuite, match triple menace pour les titres par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers contre les Usos contre le New Day. Donc voilà, chacun fait leur entrée. Le New Day avec les petits hommes de petite taille habillés en pancakes humains, en faisant, je sais pas s'ils faisaient le ver de terre ou la chenille. Bref, c'est un peu comme avec Heavy Machinery, Tucker et Otis. C'est un peu comme l'idée de eux. Alors je m'en rappelle, certes, il y en a qui sont prêts à tout pour devenir champions par équipe, mais concernant le New Day et les Bludgeon Brothers, enfin le New Day et les Usos, eh ben ça va pas, on va dire, être leur heure de gloire, vu comment ce sera la victoire des Bludgeon Brothers, qui remportent justement les titres par équipe. Voilà, comme ça, avec un double powerbomb, je pense. Et pour ça, ben, ce match-là, je lui mets allez, à 3,20. Il a été très rapide. Et maintenant, je passe au DVD 2. Et là,
on passe directement au match encore. Un match qui devait être alléchant sur le papier. Donc sur le papier, ça doit être énorme. John Cena contre l'Undertaker. Donc il n'y a pas à dire. Lorsque John Cena est revenu, que ce soit à Elimination Chamber ou à Fastlane, il a réalisé qu'il échouait constamment et qu'il veut affronter le Deadman pour peut-être prouver que ce serait le prochain à battre l'Undertaker. Mais sauf que l'Undertaker s'est fort absenté, n'a pas donné de ses nouvelles. Et lorsque tout le monde croyait que ce serait l'Undertaker, alors que John Cena était prêt à partir, c'était Elias qui interrompait le show, qui commençait à dire au public qu'ils sont déçus, et qu'il commence un peu à verbaliser John Cena en disant « Ouais, vas-y, va ce que tu sais faire le mieux, John, va dans le public, en train de t'amuser, t'éclater. » Et au moment où il veut faire son speech pour faire sa chanson, il dit « Éteignez vos téléphones, ne dites pas un mot et fermez vos gueules !» avant de lancer sa chanson. Et qu'il disait même à John Cena qu'il était nul, encore une fois, comme les gens de la Nouvelle-Orléans le sont comme aujourd'hui. C'est là où John Cena arrive, va démonter Elias comme un Lego. Voilà, la prise habituelle, les coups de bélier, chapeau bombe, five knuckle shuffle, attitude adjustment. Et au moment où il a mis KO Elias, il était prêt à partir sous sa musique, mais sauf que la musique s'arrête au moment où il était prêt à être en plein milieu de la rampe. D'un coup, les lumières s'éteignent et que les lumières se rallument, mais sauf que ça va justement au ring. On voit le chapeau, la veste et peut-être les bottes. Je dis bien peut-être parce que j'en suis pas toujours sûr. Après les éclairs, en effet d'effets spéciaux. Et après cet effet spéciaux, il a le dong et c'est l'Undertaker qui apparaît. Tandis que John Cena, lui, il était prêt à courir sous le ring et c'est ce qu'il va faire. Et lorsque la cloche retentit, John Cena, il joue complètement l'effrayé. Il se fait marteler par l'Undertaker. Il va vraiment se faire marteler. Mais après, il va quand même reprendre l'avantage, notamment en faisant un coup de bélier, choc powerbomb. Il était prêt pour le You Can See Me, mais sauf que l'Undertaker a vu le You Can See Me. Et il fait un choc slam sur John Cena. Et pour terminer, Tombstone Piledriver. Et c'est la victoire de l'Undertaker. Waouh, tellement court, vraiment tellement court ce match-là. Et que c'est une victoire du Taker, alors que normalement ça devait être sa toute dernière. Mais vraiment toute dernière. Donc c'était un peu une mauvaise idée de le faire revenir, Undertaker. Pas parce qu'on l'aime pas, c'est juste que, voilà, tu sais bien que tu as perdu, ta mystique est un peu, on va dire, envolée, entre guillemets. Je pense que ça aurait dû être sa dernière, quoi. Mais bon, voilà, c'était juste pour apparaître, pour faire plaisir au public. Mais bon, ça n'efface en rien. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Pour les raisons comme ça, je lui mets ça. Ensuite, bravo à la classe du Hall of Fame 2018. Voilà. Donc, les intronisés, il y a les Dudley, il y a Double J et Jeff Jarrett. Il y avait même un enfant qui avait combattu sa maladie. Et qu'il a sa propre personnalité à lui, qu'il adore danser. Même la danse de Fortnite, je me rappelle qu'il faisait ce genre de danse. Il y avait qui, je me rappelle plus, mais je sais bien qu'il y avait pas mal d'anciens, comme Ivory, Mark Henry. Il y en a d'autres, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est pas grave. Jusqu'au dernier, Goldberg. Donc Goldberg se fait aussi introniser. Et je tousse et je meurs. Mais bon, voilà, c'est un toussement de passage. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont dû, on va dire, couper le disque en 2 parties, tandis que l'autre original, c'est en 3 parties de DVD, et que c'est en version québécoise. Mais je vous conseille d'essayer de trouver en version française avec Philippe Chiraud et Christophe Ajus qui commentent. Même si vous êtes un peu habitué au québécois ou français, peu importe. Parce que
C'est vrai que j'ai déjà écouté en version québécoise. Certes, ça me faisait marrer, mais c'est pas exceptionnel, honnêtement. C'est un peu comme à l'époque, mais sauf qu'à l'époque, c'était une autre époque. Voilà. Donc, maintenant, le match où tout est en jeu. Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Si Owens et Zayn auraient perdu ou ils auraient gagné, enfin, s'ils auraient gagné, ils auraient réintégré à SmackDown, mais si jamais ils perdent, eh ben, ils sont, on va dire, sans emploi. Alors, revenons à l'histoire. Donc, tout a commencé quand les deux ont commencé à faire équipe, Kevin et Sami, et qui s'en prenaient à Shane McMahon. Et du coup, ça force Daniel Bryan à revenir et sortir de sa retraite, et qui nous annonce une bonne nouvelle, comme quoi il peut se battre, et qui revient, et que Kevin et Sami s'en prennent à Daniel. Et c'est là où ils vont ajouter comme nouveau slogan « Yep, yep, yep ». Ça force Daniel et Shane à s'associer contre ces deux malfaiteurs. Et je me rappelle au moment où de l'entrée, où ils attendaient Kevin et Sami, eh ben, je me rappelle qu'ils ont agressé Shane et Daniel Bryan. Et ça permet à Kevin de faire son powerbomb ou alors son powerbomb du coin de ring. Et du coup, ben, Daniel Bryan, il va rester inerte à l'extérieur du ring sans même pouvoir combattre. Et du coup, c'est Shane qui va subir des coups à sa place. Et au moment où c'était proche de la fin du chaos pour Sami, non pas Sami, Shane McMahon, eh ben, Daniel Bryan, à la dernière minute, il vient sauver le décompte. Et que je me rappelle que le public était vraiment dedans, qu'ils étaient contents de voir Daniel Bryan en action. Ah, faut dire, il a tellement manqué aux fans de catch, notre cher Bryan Danielson. C'est un tout petit peu normal. Et après, ben, quand c'est Shane McMahon qui fait le changement avec Daniel Bryan, eh ben, il y a une énorme réaction de la foule. Daniel Bryan, il nous sort ses prises dont ça lui fait sa renommée, ou alors tout son arsenal qui sait sortir. Même si je me rappelle, il avait subi des prises comme un pop-up bomb. Et quand Shane a dû s'occuper de Kevin Owens, eh ben, il restait que Sami et Bryan. Donc je me rappelle que Sami va le marteler à coups de poing. Mais Daniel, par l'adrénaline du public, il continue à se battre car il n'est pas KO. Et qu'au moment où il fout la danse de sa vie à Daniel Bryan, enfin, Daniel Bryan, il fout la danse de sa vie à Sami Zayn. Voilà. On va y venir parce que c'est vrai que quand je me trompe, eh ben, je suis un petit peu lamentable. Eh ben, je me rappelle qu'il fait son running knee et pour ajouter à l'insulte à l'humiliation, le yes lock. Au cas où Sami Zayn n'aura pas le choix d'abandonner. Donc, il abandonne, parce qu'on va dire ils abandonnent quand même leur boulot, et qu'ils doivent trouver des emplois. Donc, pas mal ce match, vraiment pas mal. Voilà, j'avoue, j'ai bien apprécié malgré, on va dire, la foule, soit qui sont contents, ou alors ils s'en doutaient, mais ça leur a fait plaisir. Voilà. J'ai pas d'autres mots à décrire, mais voilà, tout simplement. Je lui mets un 3,50 aussi, donc ça fait 3 fois 3,50. Match féminin du côté de Raw, cette fois-ci Alexa Bliss contre Nia Jax. Alors, oui, je me rappelle de leur petite rivalité. Alexa Bliss qui se servait de Nia Jax comme si c'était sa meilleure amie, alors qu'en vérité, elle considère même pas comme sa meilleure amie, car elle aurait parlé du mal en elle dans le dos. Nia, n'étant pas contente, elle veut franquer la raclée à cette petite. Et ce qui va se passer à WrestleMania, ça va se produire. Donc Alexa fait son entrée en premier. Après c'est Nia Jax. Et d'abord je me rappelle qu'elle détruit Mickie James. Parce qu'il faut dire elle était toujours accompagnée par Mickie James, Alexa Bliss. Donc Mickie ne sera plus un problème. Et que ce sera Alexa de se débrouiller comme une grande fille. Je me rappelle au moment où Nia tirait les cheveux d'Alexa, Alexa fout une gifle, et c'est là où ça m'a fait un petit peu rigoler, ou encore ça a fait rire ma soeur, parce que je sais bien quand elle regarde
des vidéos comme ça quand c'est des filles, parce que oui, elle adore le catch aussi, ma sœur. C'est plus du côté des filles que du côté des garçons. Eh ben, c'est son gagne-pain et ça regarde que elle. Je me rappelle au moment où elle lui a donné une gifle, eh ben, Nia criait sur Alexa. Alexa, pareil, mais sauf que c'est un cri de terreur, tandis que Nia, elle, c'est un cri de colère. Donc ça faisait ah, ah et boum, ça commençait à s'enchaîner des prises pour prises, même si Alexa se défendait. Mais à la fin, c'est Nia qui, qu'elle remporte le match. Avec un Samoan drop de la deuxième corde, et ça permet qu'elle remporte le titre. Voilà, justement, elle remporte justement avec ce titre. Et avec cette prise, voilà. Et ce match-là, 3,20. Je lui mets ça, je n'ai pas le choix. Et là, match sérieux encore. Match pour le titre de la WWE. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Alors, tout d'abord, il faut savoir que je l'ai déjà noté. Donc, ce match-là, je l'ai déjà noté. Et pour être honnête, je pense que le match entre Nakamura et Styles au Wrestle Kingdom de 2016, je crois. Wrestle Kingdom 2016, je pense. À la New Japan Pro Wrestling, eh ben, c'était beaucoup plus supérieur à ce match-là. Parce que leur match à Wrestle Kingdom restait beaucoup plus mémorable que celui-là. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas été autant aussi mémorable ce match. Alors que quand on connaît Nakamura et Styles, on sait qu'ils peuvent nous sortir un grand match quand c'est un grand événement, vu comment ils l'ont fait à Wrestle Kingdom. D'ailleurs, si jamais Total Ogawa les a, parce que je vois qu'il a toujours les DVD qui sont encore là, si je le peux, je pourrais peut-être demander à Ced de me les commander pour moi et qu'on le visionne ensemble et que pourquoi pas faire une review dessus. Car vu comment j'aime bien tout ce qui est catch japonais, catch international, du fait que ce soit bon, mais il faut dire la New Japan, c'est vraiment tellement bon. Et que je me rappelle avoir déjà vu ce match entre Styles et Nakamura, qui était beaucoup plus excellent que ce que je l'imaginais. Et dommage, c'est qu'il n'a pas été mémorable ce match-là à WrestleMania 34. Alors qu'il nous sort des dingueries, hein, je me rappelle, des prises qui nous sortaient. Ou alors peut-être que c'était totalement différent et que les fans n'ont pas su accrocher. Alors que c'est vraiment le match qu'on devrait sûrement kiffer. Je me rappelle que des enchaînements, que ce soit des coups de pied, des enchaînements rapides de Styles, des papinades, des Phenomenal Forearm, tentatives de Styles Clash et tentatives de Kinshasa, tentatives de retourner de manière brutale. Et quand Nakamura sentait qu'il voulait en finir le match, eh bien, il était prêt pour son Kinshasa. Il effectue le Kinshasa, mais AJ retourne la situation pour effectuer un Styles Clash phénoménal et qui remporte le match. Et à la fin, il y a preuve de respect entre les deux hommes. Vu comment ils se saluent, l'air de dire voilà, tu t'es très bien battu, je te rends ton titre en guise de respect. Eh ben, Nakamura, il a troupé tout le monde en faisant un low blow sur Styles. Donc il officialise son heel turn. Il commence à l'agresser, à lui donner des sévères coups de pied au visage. Et à la fin, il termine avec un Kinshasa à l'extérieur du ring. Donc il officialise son heel turn. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Car ça aurait pu être une bonne, mais ils ont... Je sais pas, ils ont merdé un truc. Ils ont merdé un truc, mais j'arrive pas à comprendre. Bref, c'est tellement dur à dire. Donc comme j'ai dit ce match-là en description d'office, parce que j'ai pas les matchs déjà notés dans mon téléphone. Dommage.
Match par équipe de Raw pour les titres, justement. Entre Braun Strowman et un partenaire mystère contre Cesaro Sheamus qui sont le bar. Le bar qui se font, on va dire faire leur rentrée avec les mascottes du carnaval de Nouvelle-Orléans, de la Nouvelle-Orléans bien sûr. Et que lorsque c'était l'entrée de Braun Strowman, eh ben, lui il faisait peur aux mascottes et il a envoyé le décor de la charrette à l'extérieur Enfin à l'extérieur. En dehors du podium de l'entrée. Et qu'après, il commence à faire une promo en disant qu'il n'a pas trouvé un partenaire dans les vestiaires, mais par contre, il pourrait en trouver un dans le public. Donc, il commence à dire toi, non, peut-être pas toi. Ou encore, même son père, à Braun Strowman, qui était présent, donc son père pensait que ce serait lui. Et bien, au final, non. Jusqu'à ce qu'il pointe du doigt vers qui il vise. Donc, il va aller vers cette personne. Et en tout cas, c'était un enfant. Un enfant de 10 ans, je tenais à vous préciser. Donc oui, Braun Strowman va faire équipe avec un enfant de 10 ans. Bon, certes, c'est pas crédible. En tout cas, c'est vraiment pas crédible. Mais ça doit être un beau WrestleMania moment. Enfin, un beau WrestleMania pour ce garçon. Et que... voilà, il le présente sur le ring. Il prend le micro et qui dit « Comment tu t'appelles, petit ?»« Nicolas !»« Le public fait du bruit pour Nicolas !» Donc voilà, après il dit, je pense, au public, aux catcheurs, en disant, par contre, allez-y mollo les gars, car demain il a l'école. Incroyable, incroyable. Il fait équipe avec un enfant. Pourtant c'est tellement ridicule, que c'est même pas crédible, mais qu'ils font pour le divertissement. Et que durant tout le match, ben, c'est Braun Strowman qui fait toute la rencontre. Il fait face à Cesaro, il fait face à Sheamus. Et quand le gamin voudrait rentrer, eh ben, la pop de la foule, quand il voulait faire le changement, donc quand il veut faire le changement, ben, la foule réagit. Et c'est là où il fait le changement, mais en fait ça permet à Braun Strowman de récupérer un petit peu. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire le gamin face à ces deux mastodontes? Ben rien, vu comment ils sont vilains, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont méchants. Jusqu'à ce que le petit il prend la fuite car il a peur. Il fait changement avec Strowman. Et si je crois bien, ben, il anéantit les deux et il fait son running power slam sur Cesaro pour la victoire. Donc c'est Braun Strowman et le petit Nicolas qui remportent les titres par équipe. Bref, c'est pas crédible. En tout cas, c'est vraiment pas crédible. Mais c'est pour le divertissement. Et que pour le gamin, eh bien, il est totalement content d'avoir remporté son premier titre et que c'est le plus jeune champion de l'histoire. En tout cas, c'est pas le plus jeune champion du monde poids lourd, ni le plus jeune champion de la WWE, ou encore moins le plus jeune champion universel. Donc c'est totalement loin d'être le cas. Bref, ce match-là, j'ai pas le choix de le mettre à 3,10. J'ai pas le choix du tout de le mettre ça. Voilà, parce que c'est pas logique de faire équipe avec un enfant pour remporter les titres. Hein. On va être réaliste. Après, comme j'ai dit, au moins, il a kiffé. Il a kiffé, c'était son sympathique WrestleMania. Je pense que c'est le seul WrestleMania auquel il a vécu. Et maintenant, match suivant. Et le match, il a été énormément sali. Oui, le titre universel du côté de Raw. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Alors, petit problème, vous saviez que Roman Reigns se fait quasiment huer dans toutes les salles en Amérique. À chaque fois quand il est dans le main event, eh ben, il y a des flopées de huées tellement que le public ne supportait plus de le voir dans les main events à cause de la WWE qui a tellement tiré sur la corde, forcé à donner de la merde aux gens qu'ils n'en peuvent plus. Et pourtant, ce n'est pas la faute de Roman Reigns, hein, c'est la faute de la WWE, tellement qu'ils l'ont trop fait pusher. Donc il a l'énorme push
de la WWE le plus jamais vu, quoi. Et quant à Brock Lesnar, lui, il avait décidé, enfin, à cette période, il voulait décider de quitter la WWE pour se relancer à la UFC. Mais on connaît l'histoire, oui, on connaît assez l'histoire, car l'histoire nous a fait prouver que tout ça n'était, on va dire, pas arrivé, et que l'affrontement entre lui et Daniel Cormier ne verra jamais le jour, mais vraiment jamais le jour. Et ben du coup, lui aussi, il reçoit un avis négatif du public. De toute façon, les deux, ils en auront eu sous leur gueule, par le public. Car le public faisait des chants absolument terribles, il boycottait le match. Bref, il voulait rien savoir ce que ça se passe dans le ring, vu comment il y en a qui s'étonnent que c'est victoire de Roman Reigns d'un coup, parce qu'on connaît la WWE, ou encore ça aurait été l'immense surprise, et que le public n'a pas respecté le déroulement du match. Ils ont commencé à jouer avec des ballons gonflables dans le public. Ça, c'est vrai, c'est un gros manque de respect. Je reconnais, c'est un énorme manque de respect. Et pourtant, on le voit pas par la caméra, mais en fait, Brock Lesnar, il fait un énorme doigt d'honneur au public. Et bien sûr, la WWE ne va pas diffuser, il va pas diffuser ça, vu comment, voilà, le côté PG. Alors que le côté PG, il n'y a rien de PG, tout ça. Le sang, c'est pas PG. Donc réfléchissez, la WWE, vous jouez encore avec le terme PG alors que on est à la fin presque d'une ère PG. Donc, je m'en rappelle, tentative des Superman Punch, tentative de Spear, et aussi tentative de F5, des German Suplex à chaque fois. Roman Reigns ou Brock Lesnar se relèvent. Même quand Brock Lesnar a ouvert le front de Roman Reigns, ça n'a même pas suffi. La foule n'en avait rien à foutre. Mais quand je dis rien à foutre, c'est-à-dire rien à foutre. Car elles s'en tamponnaient les amygdales, préféraient de jouer avec des ballons pour prouver à quel point ils ne veulent pas voir ce match, pour faire comprendre à la WWE, on ne veut pas voir ce match car on s'étonne que Reigns va gagner. Et pourtant, malgré un spire de trop, il n'arrive même pas à venir à bout de Brock Lesnar. Il a voulu essayer son dernier spear, mais sauf que Brock Lesnar l'attrape et il fait son F5 pour la victoire. Donc c'est victoire de Brock Lesnar. Et après, on sait dans les vestiaires, un coup qui va rentrer, il va lancer la ceinture envers McMahon dans la figure. Enfin, il va pas le viser en plein dans le visage, mais en gros, il va lui balancer l'air de dire voilà ton titre, parce que ça m'a tellement cassé les couilles. Ouais, en gros, cette mentalité-là, Brock Lesnar, il l'avait. Hein. Tellement que les fans n'ont pas respecté le déroulement du match, par colère, il a donné le titre violemment à Vince McMahon dans les coulisses. À cause que le booking était merdique par rapport au main event. Et tandis que Roman Reigns, lui, vu comment il s'était fait ouvert le front, il avait vu sa femme qui était presque au premier rang, pas du côté droit ou du côté gauche, mais près des commentateurs. Donc, il va un peu la checker. Après, il va en coulisses. Et ça se termine là-dessus. Alors, match, c'est pas, on va dire, du beau catch in ring, car c'est plus de la brutalité. Et que c'est vrai que le déroulement du match n'a pas été respecté par le public. Un truc que je comprends. Je vais pas le mettre très très bas, parce que ce serait une mauvaise foi. Mais je le mettrai un 3... un 3,50. Donc ça fait 3 fois 3,50. J'ai pas le choix de le mettre, je m'en excuse, mais voilà, je sais pas faire autrement. Donc je le mets ça. Et je peux rien faire autrement. Donc voilà, je termine vite cette review avec ce genre de WrestleMania, certes, qui aurait pu être énorme s'il n'avait pas été gâché. Donc je conclus vite fait. Les matchs, les bonus, les scènements promo et l'ensemble, les petites interviews, même si
Voilà. Et l'ensemble, je lui mets 4,20, je lui mets ça. En ce moment, je le mets ça. Et que je mette fin à cette review. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.